130 vies arrachées. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Les négociations concernant la libération des soldats et des policiers aux mains du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, sont dans leur phase décisive. Le relax serait imminente. La COP21, la grande conférence climat, démarre ce dimanche avec une séance de travail des équipes des négociateurs au parc des expositions du Bourget, près de Paris. Limiter l'afflux de migrants en provenance de la Turquie, c'est l'objectif des Européens lors du sommet UE-Turquie cet après-midi à Bruxelles. Je vous le disais en titre, les négociations concernant la libération des soldats et des policiers aux mains du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, sont dans leur phase décisive. Depuis vendredi, certaines informations de presse font état d'une libération imminente de ces officiers kidnappés en août 2014 durant la bataille d'Ersal, dans le cadre d'un échange avec des islamistes. Ce matin, un convoi sécuritaire et humanitaire s'est rendu à Laboué, près d'Ersal. Je vous rappelle que 25 militaires libanais sont toujours aux mains des djihadistes d'Al-Nosra et de l'État islamique depuis leur capture. La COP21, la grande conférence climat, démarre ce dimanche avec une séance de travail des équipes des négociateurs au parc des expositions du Bourget près de Paris. Au total, 195 États plus l'Union européenne seront autour de la table. Les chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour la cérémonie d'ouverture demain, lundi. Le but de cette conférence est limiter la hausse des températures de la planète à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Avant même le coup d'envoi officiel de la COP21, toute la planète et ses dirigeants convergent vers Paris. Première arrivée, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, accueilli à l'Élysée, suivi de près par Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Au même moment, les négociateurs du monde entier prennent leur quartier au Bourget. Ce matin, le salon est une tour de Babel qui s'éveille. Sous les yeux de 900 journalistes déjà à l'œuvre, ce sont 10 000 délégués qui vont devoir rejoindre le pavillon de leur pays. Mais encore faut-il s'y retrouver. Je ne trouve pas mon stand. Et ce n'est pas la seule. Cette délégation égyptienne espère obtenir un meilleur résultat en négociation qu'en orientation. On est perdu, c'est normal. Tous ici nous voulons réussir, mais comment y parvenir, c'est la question pour tous les participants. Et pour y parvenir, le travail a déjà commencé. Les négociations officielles ne débutent qu'à 17 h, alors cette délégation de l'Union européenne a du pain sur la planche. On discute un peu de tactique, on prépare en fait maintenant une réunion qui commence ce soir, donc la première réunion de travail. Les 150 chefs d'État, eux, n'arriveront que demain. Dans cette salle plénière, c'est un accord mondial sur le climat qu'ils devront sceller. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique, du fait de la complexité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière. C'est un processus très long où se mêlent des problématiques environnementales, économiques, sociales et diplomatiques. Explication. Tout est parti du sommet de la Terre à Rio en 1992. Une prise de conscience mondiale qui débouche sur la conférence des parties, la COP. Première édition, Berlin en 1995. 2 ans plus tard, le premier succès, Kyoto au Japon, où 160 pays fixent des engagements chiffrés. Le protocole de Kyoto permettra une réduction de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés. Moins 5,2% par rapport à 1990, année de référence. C'est l'objectif à atteindre. Seulement 4 ans plus tard, George Bush, le nouveau président du plus gros pays pollueur de l'époque, refuse de ratifier Kyoto. L'accord de Kyoto n'est pas réaliste. Beaucoup de pays ne pourront pas réaliser les objectifs de Kyoto. Les objectifs eux-mêmes sont arbitraires, ils ne reposent pas sur des éléments scientifiques. Bush, climato-sceptique. Pourtant, les rapports des scientifiques se font de plus en plus précis. Message reçu en 2002 par le président français. Notre maison brûle. Et
nous regardons ailleurs. À raison d'une COP par an, un peu partout sur la planète, on s'habitue aux grands discours, aux délégations éreintées, aux demi-mesures et aux demi-échecs. Copenhague 2009, COP numéro 15, un vrai fiasco. Les pays émergents n'ont pas du tout les mêmes priorités que les pays développés. Blocage de la Chine et de l'Inde. L'Inde qui a du mal à accepter un objectif de limitation des émissions de carbone. 2012, Doha, au Qatar. Il s'agit de prolonger le protocole de Kyoto jusqu'en 2020, accord à minima et au forceps. Sans écouter les objections de chacun, je décide moi-même et je propose que la conférence adopte l'ensemble des propositions sur le climat. À Paris, il faudra prolonger à nouveau Kyoto au-delà de 2020. Chacun veut du concret et autre chose qu'un consensus tiède. Les écologistes ont trouvé une manière originale de contourner l'interdiction de manifester en vigueur à Paris depuis les attentats du 13 novembre. Vous allez le voir sur ces images, le mouvement de mobilisation citoyenne à Vase a collecté plus de 4 tonnes de chaussures qu'il a disposées ce matin, place de la République à Paris. Ce parterre symbolise la détermination des gens à être écoutés malgré l'impossibilité de manifester. Et tout au long de l'itinéraire sur le boulevard Voltaire, vous le voyez, des militants ont aussi formé une chaîne humaine alors que les travaux des négociateurs de la COP 21 commencent donc ce dimanche. Les Européens veulent limiter l'afflux de migrants en provenance de la Turquie. 700 000 ont gagné les îles grecques via le territoire turc depuis janvier 2015. Le sujet sera à nouveau abordé aujourd'hui au cours d'une réunion entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne avec le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu à Bruxelles. À quelques heures du début de la rencontre, de nombreux points d'achoppement subsistent. Florence Gaillard. Un sommet sous haute tension et sous haute sécurité. Ce dimanche à Bruxelles, la crise migratoire est au cœur des négociations. Car depuis le début de l'année, près d'1 million de personnes sont arrivées sur le sol européen. C'est le plus gros afflux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces migrants viennent d'Afrique et d'Asie. La plupart fuient la guerre en Irak et en Syrie. Alors pour endiguer ce flot, l'Union européenne va tenter de négocier avec le pays qui se trouve entre ses frontières et celles des zones de guerre, la Turquie. Sur la table, 3 milliards d'euros. L'Union européenne demande à Ankara d'améliorer le quotidien des 2 300 000 réfugiés syriens en Turquie, d'empêcher les migrants asiatiques, notamment les Afghans, de passer en Union européenne et de reprendre les migrants à qui l'Union européenne a refusé l'asile politique. De son côté, la Turquie espère obtenir plus de 3 milliards d'euros sur 2 ans, plus de visas européens pour ses ressortissants, et surtout la relance des discussions sur son adhésion à l'Union européenne, bloquée depuis des années. La conclusion d'un accord devient urgente, car si l'hiver devrait voir moins de migrants arriver en Europe, les conditions deviennent très difficiles pour les milliers de personnes coincées aux frontières fermées des pays des Balkans. Direction Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Quelques 50 000 personnes ont assisté ce dimanche aux obsèques du célèbre avocat kurde Tahir Elsi. Ce défenseur renommé de la cause kurde et des droits de l'homme est mort hier lors d'une fusillade entre la police et les hommes armés toujours non identifiés. Il venait d'achever une conférence de presse. Réputé pour sa modération, l'avocat faisait l'objet depuis quelques semaines de poursuites judiciaires. Il risquait jusqu'à 7 ans et demi de prison pour apologie du terrorisme. Ankara promet une enquête transparente. Restez des nôtres au retour de la pause. 2 nouvelles attaques au couteau ont eu lieu ce dimanche à Jérusalem. Retour sur le plateau de l'info. 2 nouvelles attaques au couteau ont eu lieu ce dimanche matin à Jérusalem. À la porte de Damas, dans la vieille ville, un Palestinien de 38 ans, originaire de Naplouse, en Cisjordanie, a poignardé un garde-frontière. Il a été immédiatement neutralisé, tué par un autre militaire. À Jérusalem-Ouest, une femme étrangère d'une 30aine d'années a aussi été poignardée près d'un arrêt de bus. Elle n'est que légèrement blessée au dos. Son agresseur, âgé de 17 ans, s'était caché dans un immeuble en construction. Il a été arrêté avec 2 complices présumés. Depuis le 1er octobre, une centaine de Palestiniens sont morts abattus alors qu'ils venaient de poignarder des Israéliens. Ces attaques au couteau ont fait près de 20 victimes.
Après le Kenya et l'Ouganda, le pape François se trouve à Bangui, en RCA, ce dimanche, dernière étape de sa tournée africaine. Une visite qu'il a tenu à maintenir malgré les risques et qu'il place sous le signe de la paix et de la réconciliation. Les Centrafricains attendent avec impatience le souverain pontife, en qui il place d'immenses espoirs. Cédric Ferreira nous en dit plus. Bangui sous haute surveillance. 11 000 casques bleus et 900 hommes de la force française Sangaris sont déployés pour assister la police centrafricaine. C'est l'étape la plus risquée de la tournée africaine du pape. Le souverain pontife devrait délivrer un message de paix et de réconciliation très attendu. Les Centrafricains espèrent que les messages qu'il va délivrer vont être un déclic pour un sursaut national et une prise de conscience pour que les Centrafricains réapprennent à s'accepter les uns les autres. Depuis le coup d'État de 2013, des violences entre milices chrétiennes anti-Balaka et musulmans proches de l'ex-rébellion Seleka secouent régulièrement le pays. En septembre dernier, des dizaines de personnes sont mortes lors d'affrontements à Bangui. Pour certains, le message du pape pourrait faire évoluer les mentalités. Ils nous ont demandé d'oublier de cohabiter avec les musulmans, et quand lui, qui est le grand chef catholique, viendra, quand il dira quelque chose comme ça, nous on va accepter facilement. Le pape doit rester 2 jours en Centrafrique. Au programme notamment une visite dans une mosquée située dans l'enclave du PK5, une zone sous tension où vivent 15 000 musulmans. François a aussi prévu de se rendre dans un camp de réfugiés et de rencontrer la communauté évangélique du pays. Ce dimanche, 5,5 millions d'électeurs burkinabés sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs présidents. 14 candidats sont en lice pour la magistrature suprême dans un scrutin qui apparaît plus ouvert que jamais. Ces élections, auxquelles ne prennent pas part les dirigeants de la transition, vont marquer la fin de cette période ouverte au lendemain de l'insurrection d'octobre 2014 qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Lucie Debiol. 14 candidats, dont 2 femmes, pour un mandat de 5 ans. Des élections inédites pour les Burkinabés qui élisent ce dimanche leur nouveau président. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à participer au scrutin présidentiel, mais aussi législatif. Je pense qu'en tant que citoyenne patriote du Burkina, il est de notre devoir de venir quand même choisir ceux-là qui vont nous diriger. L'enjeu est suffisamment grand et les espoirs aussi sont suffisamment grands. Et on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer. Prévu le 11 octobre, les élections avaient dû être reportées. En cause, la tentative de coup d'État du général Diendéré en septembre. Avant lui, l'insurrection populaire avait entraîné le départ de l'ex-président Blaise Compaoré il y a 1 an. Le scrutin présidentiel ce dimanche est une première depuis 30 ans. Non seulement il faut que nous sortions voter massivement, ensuite que nous acceptions, quels que soient les résultats qui vont en sortir, il faut que nous l'acceptions parce qu'aujourd'hui c'est tout le Burkina qui gagne. Dispositif exceptionnel, plus de 25 000 policiers et militaires ont été mobilisés. Le pays a été frappé par plusieurs attentats en octobre. 3 personnes avaient notamment perdu la vie près de la frontière avec le Mali. Et avant de se refermer ce journal, à quelques semaines de Noël sur la place Rouge, Moscou a installé son immense patinoire pour l'occasion. Elle va accueillir des millions de touristes jusqu'en février. Eh bien, les patineurs dansent sur la glace à quelques mètres de la basilique. Donc Basile le Bienheureux. Et du célèbre magasin Goum, tout illuminé. L'occasion aussi donc de fêter le 150e anniversaire de la première patinoire publique en Russie. Vous l'aurez compris, ce sont les mauvaises images. Veuillez nous en excuser. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Key West, capitale de l'art du sable de plage. Certains des meilleurs artistes de sable du monde entier sont en compétition dans l'archipel de Floride pour ce 2e concours international et annuel d'art. Chaque sculpteur a 30 heures pour terminer sa sculpture sur une période de 3 jours et demi. Un art éphémère au doux parfum de vacances.
C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Les négociations concernant la libération des soldats et des policiers aux mains du front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, patinent. Pourtant, leur relax a été annoncé imminente. La COP21, la grande conférence climat, démarre ce dimanche avec une séance de travail des équipes des négociateurs au parc des expositions du Bourget, près de Paris. Limiter l'afflux de migrants en provenance de la Turquie, c'est l'objectif des Européens lors d'un sommet UE-Turquie cet après-midi à Bruxelles. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24. A tout à l'heure. 130 vies arrachées.